70, le deuxième était Salut la compagnie, nous revoici une fois de plus réunis pour cette grande occasion des news du Commodore 64. J'espère que vous aimerez cette nouvelle édition avec, comme tous les mois, de nouvelles annonces de jeux vidéo à venir pour votre ordinateur préféré. Alors, comme d'habitude, détendez-vous et profitez de cet agréable moment. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans les news du Commodore 64, 15e édition! Si vous aimez des jeux comme Choplifter, For Apocalypse ou Jupiter Lander, alors Orbital Rescue devrait vous plaire. Dans ce jeu, encore en développement, vous êtes à bord d'une capsule de sauvetage et vous allez devoir vous rendre dans des cavernes plus ou moins accidentées pour récupérer des personnes en détresse. Mais attention aux systèmes de sécurité qui, grâce à des tourelles, n'hésiteront pas à vous tirer dessus dès que vous passerez dans leur champ de vision. Certaines zones sont également protégées par des systèmes de portails laser qui s'activent et se désactivent périodiquement. Il vous faudra trouver le bon moment pour les traverser. Orbital Rescue reste néanmoins plus un jeu d'adresse qu'un jeu de combat. En effet, le principal but dans ce jeu est le pilotage de votre astronef dans des endroits parfois très exigus. J'ai joué pas mal de temps à la version que Peter, le développeur d'Orbital Rescue, m'a envoyée et je vous avoue que la prise en main de l'aéronef est vraiment très rapide et instinctif. Très vite, on arrive à anticiper les mouvements de l'appareil et on peut facilement se déplacer dans les cavernes. Le niveau de difficulté est plutôt bien dosé. Au début, le jeu est facile et permet de se familiariser avec les commandes. Puis, petit à petit, le niveau se corse sans devenir trop dur, juste assez pour que le jeu reste super agréable à jouer. La plupart des jeux actuels qui ont été développés sur C64 ont été écrits en assembleur, puis compilés en langage machine. L'assembleur est un langage de programmation qui permet aux développeurs de créer des instructions permettant à l'ordinateur d'effectuer des tâches. Mais comme les ordinateurs ne reconnaissent que le langage machine, il faut que ce programme en assembleur soit converti en langage machine compréhensible par l'ordinateur pour fonctionner. Cette traduction est réalisée à l'aide d'un compilateur ou d'un interprète. Peter, lui, n'a pas utilisé l'assembleur pour développer Orbital Rescue, mais le BASIC. Et oui, ce jeu a bien été programmé en BASIC. Et malgré ça, vous avez remarqué que le jeu était tout de même relativement fluide. Mais comment cela est-il possible ? Eh bien, Peter a optimisé son programme en langage BASIC, puis il a utilisé le compilateur BASIC Boss pour le rendre compréhensible par le Commodore 64 en langage machine. Et voilà le résultat. Le jeu est quasiment terminé et devrait comporter une vingtaine de niveaux avec plus de tourelles, plus de faisceaux laser à traverser et une gravité accrue. La date de sortie d'Orbital Rescue est imminente, mais si au moment où vous voyez cette vidéo, le jeu n'est toujours pas disponible, vous pouvez toujours télécharger une version démo que Peter a mis en partage sur YouTube dans la description d'une de ses vidéos où il explique comment il a développé son jeu. Le lien vous attend dans les méandres d'une grotte peu accueillante qui se trouve quelque part dans la description de la vidéo.
Petsky Invaders n'est pas juste un énième clone de Space Invaders, c'est tout d'abord une version, comme vous pouvez le voir, au graphisme Petsky, mais avec des petites choses en plus par rapport aux Space Invaders que nous connaissons tous. Regardez bien en bas de l'écran, vous avez beau chercher, vous ne trouverez pas les fameux boucliers, pourtant bien utiles pour vous protéger des tirs ennemis. Dans Petsky Invaders, le bouclier fait partie de votre vaisseau et vous pouvez l'activer comme bon vous semble en tirant votre superbe joystick vers l'arrière. Évidemment, à chaque fois que vous vous ferez toucher, son état se dégradera. D'ailleurs à ce sujet, si vous jetez un œil en haut à droite de l'écran, non, ça c'est le logo de l'émission. Je veux dire en haut à droite de l'écran de capture du C64, vous verrez un pourcentage. Mais oui, c'est tout à fait ça. Vous l'avez compris, ce chiffre représente l'état de votre bouclier. Une fois à zéro, plus de protection et c'est la mort assurée au premier tir ennemi qui vous touchera. Durant la partie, vous pourrez attraper différents bonus que les extraterrestres perdront dans la bataille, ce qui vous permettra d'augmenter votre cadence de tir, d'augmenter votre puissance de feu, de vous ajouter un deuxième canon et de récupérer un peu de bouclier. Quatre vies vous seront octroyées et vous pourrez choisir de déglinguer de l'alien avec un niveau de difficulté allant de novice à extrême, en passant par médium et advanced, bien entendu. Petsky Invaders est disponible gratuitement sur csdb.dk, le lien vous attend dans un alien distrait. À vous de trouver le bon chemin pour le récupérer. Ah. Mont Boyd, qui est le développeur de Monster Catcher que je vous avais présenté en février 2021, et du très attendu jeu de course automobile Muddy Racers, qui devrait bientôt arriver et que je vous avais annoncé le même mois, est déjà sur un nouveau projet, Night and Slimes. Dans ce jeu, vous êtes un chevalier qui va devoir sauver son royaume d'une invasion de slime. Le problème, c'est que lorsque vous les frappez, ils se divisent en deux petits, puis encore en deux encore plus petits, et au bout d'un moment, ils disparaissent. Le but du jeu sera de nettoyer l'écran de ces sales bestioles. Pour créer Night and Slimes, Mont s'est inspiré pour les ennemis du principe du très célèbre jeu d'arcade Pong. Pour le reste, il m'a avoué qu'il s'est inspiré des jeux d'arcade à écran fixe comme Bubble Bobble ou Roadland. Le jeu comportera 4 stages avec des fonds d'écran différents. Chaque stage aura 10 niveaux qui auront des éléments aléatoires afin que chaque partie soit différente, mais cela reste encore à définir par le développeur. Bien que le jeu que vous voyez actuellement n'ait qu'un aperçu de début de développement, les graphismes sont très agréables et l'animation sans ralenti. On voit déjà le travail remarquable effectué au niveau du moteur du jeu. Le but du jeu sera de marquer le plus possible de points tout en essayant de débloquer le prochain stage et de récupérer le maximum d'étoiles pour acheter un nouveau chevalier. Mont m'a informé que le développement n'en était pour l'instant qu'à 20-25%. Il espère pouvoir le terminer d'ici quelques mois, mais pour l'instant, il travaille toujours sur Muddy Racers qui est sa priorité. Night and Slimes sortira dans un premier temps en édition numérique au format cartouche, puis dans un deuxième temps au format physique, mais pour l'instant, aucune date précise de fin de chantier n'est annoncée. C'est une mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer concernant le super jeu de golf Top Hole Golf dont je vous avais parlé l'année dernière. Et oui, malheureusement, le projet a été annulé par Matthew Clark, le développeur.
Ce jeu avait pourtant toutes les qualités requises pour faire un bon jeu de golf dans la lignée des leaderboards d'Access Software que vous avez sûrement dû connaître dans votre jeunesse. Top Hole Golf dispose de graphismes détaillés et changeant en fonction de votre progression dans le parcours. L'animation du joueur est superbe. Vous avez la possibilité de gérer votre swing, de changer votre club de golf parmi 11 en fonction de la distance, du vent, de l'endroit où vous êtes, comme par exemple si vous êtes dans un bunker, il vous faudra choisir le club adéquat pour que votre balle puisse prendre immédiatement de la hauteur et pouvoir en sortir plus facilement. Lorsque vous aurez choisi votre club, orientez votre tir et que vous êtes prêt à frapper la balle, une première jauge vous permettra de doser la puissance de votre frappe. Plus vous appuierez longtemps sur le bouton du joystick, plus la jauge se remplira et plus votre tir sera puissant. Il vous faudra tout de même faire attention de ne pas dépasser la position midi sur la jauge, sinon votre tir sera raté. Une fois la puissance réglée, une deuxième jauge, plus petite, vous permettra d'ajuster votre swing afin de donner un effet supplémentaire à la balle. Il y a deux modes de jeu, le mode Stroke Play, qui lui est une partie dans laquelle le gagnant est le joueur qui a terminé le parcours en faisant le moins de coups, et le mode Match Play, qui lui est une partie qui se déroule trou par trou avec un gagnant pour chaque trou. Le gagnant recevra un point à chaque victoire et à la fin de la partie, le grand gagnant sera celui qui a le plus de points. Vous avez la possibilité de choisir si vous voulez jouer la totalité des 18 trous du parcours ou faire une partie plus courte en choisissant soit les 9 premiers ou les 9 derniers. Comme vous pouvez le voir, Top Hole Golf est vraiment complet au niveau de son gameplay. Mais comme son développement a été annulé, seul un parcours de 18 trous est disponible. Mais vous pourrez tout de même passer pas mal de temps sur cet unique parcours tellement le jeu est vraiment sympa. Sachez que le chargement du 18e trou a planté pendant que je faisais ma capture vidéo. Dommage. Matthew Clark a laissé le code source du jeu disponible à qui voudra bien terminer son projet. Si cela vous intéresse, tout est disponible sur son compte GitHub et si vous voulez juste jouer à cette démo finale, vous pourrez la télécharger sur csdb.dk. Les liens vous attendent dans la description de la vidéo quelque part dans un trou. Mais lequel ? Luca Carminati nous avait déjà fait un bel hommage à Bagman au mois de novembre l'année dernière en développant Bagman Comes Back, qui était vraiment très bien réussi et très fidèle à la borne d'arcade de 1982, qui, je vous le rappelle, est à la base un jeu français sorti sous le nom de Le Bagnard. Ce jeu a été développé chez Valadon Automation, une société créée en 1977, basée à Chalon-sur-Saône, qui était au départ spécialisée dans l'électronique industrielle et qui a basculé vers le secteur du jeu vidéo en 1979 en fabriquant des alimentations électriques pour la société René Pierre. Ensuite, à partir de 1980, ils ont rapidement fabriqué leur propre borne d'arcade, puis en 1982, Le Bagnard. Voilà pour la petite histoire. Eh bien mes petits loulous, Luca récidive avec Bagman Strikes Back, cette suite qui reprend le même moteur que la version précédente mais propose cette fois-ci pas moins de 24 nouveaux niveaux que notre Bagman devra arpenter pour remonter tous les sacs d'or de la mine, toujours en évitant les gardiens qui veillent au grain. Le niveau de difficulté est assez élevé et il vous faudra multiplier les parties pour espérer aller au bout des 24 niveaux. Le jeu est très bien réalisé et vraiment très agréable à jouer. Bref, encore une belle réalisation signée LC Games. Le jeu est disponible gratuitement sur la page itch.io de Luca Carminati. Le lien vous attend dans la description de la vidéo.
Castle Climber est un jeu dans lequel vous allez devoir escalader une tour pour sauver une princesse en détresse. Ce jeu n'est pas sans me rappeler le très bon Squishem dont il reprend le gameplay de base, à savoir grimper. Pas grimper la princesse, hein, parce que là je vous vois arriver tout de suite là. Ah ouais, il faut grimper qui? Il faut grimper quoi? Non, non, on ne grimpe pas de princesse, enfin en tout cas pas au début du jeu. Sauf que voilà, donc je disais qu'il reprenait le principe de Squishem, à savoir grimper, sauf que là, pas de bestiole à écraser, juste des flèches à éviter et collecter des clés pour ouvrir les 7 portes, vous permettant d'accéder au niveau suivant pour au final grimper la princesse, réussir à sauver la princesse. Voilà, je vais y arriver. Pour y parvenir, vous avez un bouclier pour bloquer les flèches et les cruches qui n'arrêtent pas de tomber sur vous. Bon les gars, s'il vous plaît, vous êtes lourds là. Qui a dit que les cruches étaient des princesses? Avec vos conneries, moi je vais me retrouver avec toutes les associations féministes sur la gueule. C'est ça que vous voulez? Bon, allez, on reprend. Vous avez également la possibilité de lancer des marteaux sur ces fameuses cruches pour récupérer des colliers ou tuer les soldats qui vous balancent des seaux de merde sur la tronche. Le jeu est plutôt sympa à jouer et le niveau de difficulté n'est pas très élevé à cause du bouclier qui vous rend invincible à chaque fois que vous le sortez. Castle Climber est disponible gratuitement sur la page itch.io de Nello Galliano. Le lien vous attend bien au chaud dans le fondement d'une princesse décomplexée. Voilà un jeu qui me paraît bien prometteur. Qu'est-ce que l'on remarque au premier coup d'œil quand on regarde les sprites de Retro Fighter? Vous ne trouvez pas qu'ils font très console de jeu japonaise? Retro Fighter est un projet de jeu de combat développé par RetroGL qui a choisi, pour mettre en œuvre le moteur de son jeu, les personnages de SNK vs Capcom Match of the Millennium de la version Neo Geo Pocket. Voilà pourquoi... Voilà donc un futur jeu de combat sur Commodore 64, mes petits loulous. On est quand même bien gâtés en ce moment, hein? Je vous rappelle au passage qu'une version C64 du célèbre jeu Street Fighter 2 Champion Edition est sur le point de sortir incessamment sous peu et que la réalisation est de grande qualité. Bref, revenons donc à cet autre jeu de combat. RetroGL a précisé que le jeu comprendra avant chaque combat des séquences d'introduction pour chaque joueur, des coups spéciaux avec des lancers de projectiles enflammés, des arènes de combat différentes et animées en fonction du personnage que l'on combat. RetroGL a mis à disposition une démo dans la description de sa 3e vidéo qu'il a mis en ligne sur YouTube le 6 février. Une prochaine vidéo devrait arriver début avril avec une nouvelle démo, cette fois-ci au format cartouche, comprenant d'autres améliorations comme la possibilité de choisir la couleur de votre personnage, un stage bonus et j'imagine plein d'autres choses encore. Dommage que cette prochaine démo arrive aussi tard car j'aurais pu vous montrer les dernières images de ce jeu directement ici. Tant pis, vous les découvrirez vous-même en allant sur la chaîne YouTube de RetroGL. Je précise que pour ce talentueux développeur, c'est le premier jeu qu'il programme pour un ordinateur rétro, qu'il a démarré son projet il y a environ 6 mois et que le jeu est réalisé en langage C et en assembleur. Je suis très impatient de pouvoir essayer cette future démo. Le lien pour télécharger cette dernière démo disponible au moment où vous regardez cette magnifique émission de news est disponible dans la description de la vidéo.
Allez, je vous parle quand même d'un futur jeu qui est dans les dossiers des gars de chez Icon 64 qui sont en train de terminer actuellement Terrestrial, un superbe jeu d'action multiple gameplay que je vous avais annoncé en juillet 2021, rappelez-vous. J'ai très peu de visuels à vous montrer pour l'instant car malheureusement, ce futur projet qui s'appelle Impossible Mission 3 a été mis en pause pendant un moment car il y a eu un problème avec les détenteurs des droits pour l'exploitation de la licence. Mais heureusement, une bonne nouvelle est tombée le 25 mars. Icon 64 nous a informé que ce souci qui les empêchait de pouvoir continuer le développement du jeu était réglé. Et ça, c'est vraiment cool, mes petits loulous. Vous rappelez-vous d'Impossible Mission 1 et 2 ? C'était vraiment d'excellents jeux. Dans le premier volet, vous étiez l'agent spécial 4125 chargé de retrouver un scientifique fou du nom de professeur Elvin Atombender qui menaçait l'humanité d'une annihilation nucléaire. Pour cela, il fallait pénétrer sa forteresse et fouiller les moindres recoins afin de récupérer des fragments de code de sécurité qui, regroupés, vous donneront le code d'accès au centre de contrôle où se trouve le professeur. Mais la forteresse était pleine de sentinelles, ces maudits robots dotés de rayons électriques prêts à vous tuer au moindre faux pas. Dans le second volet, malgré son échec, 2 ans plus tard, le professeur fou Elvin Atombender est de retour. Et vous allez devoir reprendre du service car vous, seul, avez déjà eu affaire à lui. Ce dernier est toujours déterminé à détruire l'humanité. Cette fois-ci, il s'est construit une immense forteresse qui est un gigantesque complexe de 5 tours. Le principe du jeu sera le même, trouver et assembler des codes d'accès et découvrir la planque d'Elvin pour le stopper dans ses délires. L'équipe d'Icon 64 a toutes les compétences pour nous faire un 3e volet au moins aussi bien que les 2 premiers, ça j'en suis convaincu. Comme vous pouvez le voir sur ces quelques captures d'écran, ce sera toujours un jeu de plateforme avec des robots sentinelles et des endroits à fouiller. Pour le reste, mystère et boule de gomme. Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles sur l'avancée de ce projet dans les mois à venir, dès que j'aurai d'autres informations intéressantes. Riviera Story. Voici un jeu de plateforme au concept plutôt original. Vous êtes Fred, un jeune étudiant de retour d'une fête bien arrosée. C'est l'aube et le niveau de bière coulant dans vos veines est dramatiquement bas. Quand soudain, un monstrum apparaît, vous attrape et vous envoie dans une suite de 10 épreuves dans lesquelles vous allez devoir survivre 2 minutes. Pour l'instant, une seule épreuve est disponible car le jeu n'est pas encore terminé. Dans cette épreuve, vous allez devoir boire assez de bière pour ne pas que votre taux passe en dessous de 0%. Vous allez voir que c'est hyper dur. Tout ce qui bouge est mortel. Bon courage à vous. Cette petite démo est disponible en téléchargement gratuitement sur le site csdb.com. Et le lien se trouve dans la description de la vidéo. Alf Ingv, à qui l'on doit une montagne de jeux gratuits sur Commodore 64, travaille depuis un petit moment déjà sur son futur jeu qu'il a nommé Captain Ishtar. Dans cette nouvelle aventure, vous êtes un pilote spatial pris dans une embuscade par des extraterrestres verts qui ne vous veulent pas que du bien.
Obligé de faire un atterrissage d'urgence sur une planète sur laquelle, pas de bol pour vous, il y a ces méchants extraterrestres verts. Et en plus, ces fumiers vous ont pris votre vaisseau. Vous allez donc devoir atteindre la base ennemie afin de récupérer votre vaisseau et vous barrer de cet enfer. Le jeu comportera 2 gameplays différents, répartis pour le moment en 3 stages. Le premier est un jeu de type tir 3D sur rail où vous contrôlez le viseur du canon de votre vaisseau spatial et devez abattre les vaisseaux extraterrestres à la manière d'un Operation Wolf. Le deuxième stage est le jeu principal. Ici, vous contrôlez le pilote sur la planète. Il peut courir, tirer et utiliser des jetpacks pour planer au lieu de sauter. Cette planète contient une variété de formes de vie pour la plupart hostiles, mais vous verrez aussi des extraterrestres bleus qui eux vous aideront dans votre aventure. Le troisième stage quant à lui est une autre partie de tir 3D mettant en scène l'évasion de la planète ainsi qu'une grande bataille spatiale. Au niveau du développement, le jeu est terminé à environ 90%. Toutes les maps du jeu et les graphismes sont terminés et tous les ennemis sont placés. Il reste encore un peu de travail à terminer, comme des power-ups à ajouter, corriger les bugs et faire la partie finale du jeu. Bien qu'il ne m'ait pas donné de date de sortie précise, Alf espère que le jeu sera terminé cette année. Si vous voulez participer à ce projet, ainsi qu'à ses autres projets de jeux Commodore 64, vous pouvez l'aider en lui faisant un don sur son Patreon. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous rappelez-vous de Parallaxian ? Je vous en avais parlé en début d'année dernière. Eh bien sachez que Kodiak, le développeur de ce jeu, travaille toujours dessus. En ce moment, le jeu est toujours en développement avec des phases de test. Ici, vous pouvez voir une version du jeu en bêta-test dans laquelle on ne peut que se balader avec notre vaisseau et tirer sur des ennemis qui ne vous attaquent pas. En fait, cette bêta est une version que Kodiak a compilée pour tester le maniement du vaisseau. Si je vous montre aujourd'hui, avec l'accord de Kodiak bien évidemment, ces images, c'est parce que j'avais envie de vous partager ça pour vous montrer une des phases très importantes dans la conception d'un jeu vidéo. Ce que vous voyez là sont vraiment des images brutes du jeu pendant sa conception. Donc ne vous fiez pas aux apparences, le jeu n'est actuellement pas jouable comme un jeu abouti. Kodiak avait envie d'expérimenter plusieurs façons dont le vaisseau doit se comporter quand on change de direction. Il a donc implémenté des nouvelles données dans le jeu et a compilé le tout pour en faire une version exécutable sur C64. Et ensuite, ça part en phase de bêta-test. Le travail du bêta-testeur est de relever les bugs, et ici dans ce cas précis, de tester la prise en main du vaisseau. Comment il réagit au changement de direction, si c'est mieux comme ça ou si c'était plus maniable avant. On note aussi les bugs graphiques, les freezes, les ralentissements, les incohérences, etc. etc. Ce que l'on fait aussi, c'est de faire tourner le jeu sur un vrai Commodore 64 et pas un émulateur pour tester sa stabilité sur le vrai matériel d'origine. Je remercie Kodiak d'avoir accepté que je montre quelques images de Parallaxian en pleine phase de test. Et le voilà enfin, le Kickstarter pour le fameux livre sur les jeux Mastertronic. The Commodore 64 Guide to Mastertronic by Colin Poole. Yeah buddy!
un livre écrit par un passionné pour des passionnés. La version finale de cet ouvrage comportera plus de 500 pages et plus de 800 captures d'écran de jeu. Franchement, il y aura de quoi voir. En plus d'être une véritable bible des jeux Mastertronic, vous trouverez absolument tout ce que ce mythique éditeur de jeux vidéo britannique a sorti sur Commodore 64, que ce soit sous son propre nom que sur les autres labels comme MAD, Ricochet, Entertainment USA, Bulldog Software et d'autres encore. Et oui, Mastertronic éditait des jeux sous d'autres noms. Et bien tout cela est méticuleusement répertorié avec une fiche, la photo de la pochette, des photos d'écran, des pubs, des coupures de presse, avec les critiques des magazines de l'époque. Bref, le paradis pour un collectionneur comme moi. Le Kickstarter a littéralement explosé dès le départ en dépassant l'objectif qui était de 15 000 livres en quelques heures. Actuellement, au moment où j'écris mon speech, il en est à plus de 26 000 livres. Il se terminera le 22 avril, alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Au tout début de la campagne, les plus rapides ont pu avoir le livre à 20 livres, mais le lot de 200 exemplaires attribués aux Early Birds s'est envolé dès le début. J'avais partagé tout de suite l'info sur Twitter et sur la page Facebook de la chaîne pour que vous puissiez l'avoir au meilleur prix. Mais si vous n'avez pas été assez rapide, vous pouvez toujours l'avoir au tarif normal de 25 livres. Si vous le voulez, vous pourrez aussi choisir d'avoir un mug, un tapis de souris, un porte-clés ou même un jeu vidéo en cassette pour C64 et bien d'autres choses en plus de votre livre. Le prix du lot sera recalculé, comme vous vous en doutez, en fonction de votre choix. C'est Fusion Retro Books qui va s'occuper de tout et je peux vous assurer que ce sont des gens sérieux et passionnés qui feront tout pour nous faire un livre de grande qualité. Ils ont prévu d'en produire 1500 exemplaires. Sachez qu'ils ne sont pas nouveaux dans l'édition de livres de ce genre puisqu'ils ont à leur actif des ouvrages comme les très bons livres sur l'histoire d'Océan et d'US Gold que je vous recommande vivement. Ils ont aussi édité 8-Bit Kids et The Story of the Commodore 64 in Pixels, ainsi que plein d'autres livres que vous pourrez retrouver sur leur site de vente fusionretrobooks.com. Le lien vers la page du Kickstarter vous attend dans la description de la vidéo. Si vous possédez par exemple une cartouche Kung Fu Flash, alors ce dont je vais vous parler maintenant devrait certainement vous intéresser. Vous avez dû certainement déjà passer du temps à chercher des jeux au format .crt, c'est-à-dire au format image cartouche compatible avec votre Kung Fu Flash ou votre 1541 Ultimate 2 sans vraiment avoir trouvé une archive où tout a été préparé pour que vous puissiez directement transférer le tout dans votre cartouche, l'insérer dans votre Commodore 64, l'allumer et choisir votre jeu. Eh bien, une solution complète, clé en main existe, il s'agit de la compilation One Load Games Collection version 3, qui vient tout juste d'avoir une grosse mise à jour et qui contient 1500 jeux. Évidemment, avant que l'on me fasse la réflexion, ne soyons pas hypocrites, même si comme moi vous achetez régulièrement des jeux homebrew qui sortent actuellement sur Commodore 64 pour soutenir les développeurs et les éditeurs, et c'est tout à fait normal, vous devez sûrement télécharger d'anciens jeux commerciaux craqués sur des sites comme csdb.dk ou Planète Émue par exemple, pour ne citer que. Alors la possibilité de pouvoir avoir une archive toute prête à être utilisée en cartouche est vraiment très intéressante, n'est-ce pas? Comme le nom de l'archive l'indique, vous n'aurez ici que des jeux qui se chargent en une seule fois. Donc oubliez les jeux comme Summer Games, Project Firestart, les Ultima, bref, tous les jeux qui exigent un chargement in-game sont exclus. Vous aurez néanmoins un sacré choix, croyez-moi. Dans cette liste de 1500 jeux, il y en a quand même un sacré paquet qui devrait vous plaire.
Petit détail, juste pour le fun, pour les jeux qui à l'origine bénéficiaient d'une image et de musique durant le chargement en version cassette, comme par exemple les jeux d'océan, Statman, à qui l'on doit cette compilation, a ajouté la prise en charge de la musique du chargement, de l'image et des inoubliables barres de couleurs que l'on pouvait voir autour de l'écran. Du coup, quand vous sélectionnez un de ces jeux, eh bien vous verrez les fameux loaders d'époque. Évidemment, comme ce sont à présent des jeux en cartouche, un simple appui sur n'importe quelle touche du clavier ou sur le bouton du joystick démarrera instantanément le jeu. C'est pas beau tout ça ? D'autres loading screens ont été ajoutés à certains jeux qui n'en avaient pas à l'origine. Ceux-ci ont été adaptés de versions Spectrum ou Amstrad. Vous verrez donc par exemple l'écran de chargement de l'Amstrad de Raid Over Moscou, rebaptisé pour le coup Raid, au démarrage du jeu. Je trouve ça vraiment excellent. Le lien de téléchargement de cette formidable archive se trouve dans la description de la vidéo, comme d'habitude mes petits loulous. Et voilà, c'est déjà fini. Ça passe vraiment trop vite. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres news. Surtout ne partez pas tout de suite, une jolie démo vous attend après le générique de fin. En attendant, je vous autorise à reprendre une activité normale. Quant à moi, Pour le pouvoir et la gloire de la lumière noire, je me retire.